Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge. Nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et je serai votre hôte sur Chronique. Je vous emmène à la découverte de ces témoignages qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Bienvenue dans cette série de podcasts dédiés au TDAH, rendue possible grâce au site Parlons TDAH. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreuses familles, la relation entre le TDAH et les troubles du sommeil. Pour nous éclairer, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Michel Lecendreux, pédopsychiatre et psychiatre à l'hôpital Robert Debré et coordinateur du Centre des pathologies du sommeil et de la narcolepsie. Depuis plus de 20 ans, le docteur Lecendreux a travaillé afin de révéler les liens étroits entre le TDAH et les troubles du sommeil. Les enfants ayant un TDAH sont souvent plus somnolents pendant la journée et rencontrent des difficultés à s'endormir et à maintenir leur sommeil la nuit. Entre 30% et 70% des enfants avec un diagnostic de TDAH présentent également des troubles du sommeil. La corrélation est nette et il y a même des indications que les jeunes enfants ayant des troubles du sommeil peuvent développer un TDAH par la suite. Le docteur Lecendreux partagera avec nous des perspectives cruciales sur les déterminants des troubles du sommeil chez les enfants ayant un TDAH et les stratégies pour les gérer. Les impacts sont nombreux, du fonctionnement quotidien à la réussite scolaire en passant par l'environnement familial. La gestion des troubles du sommeil peut également influencer les symptômes du TDAH, contribuant à une augmentation de l'inattention, de l'impulsivité ou encore de l'hyperactivité. Dans cet épisode, nous aborderons des recommandations pratiques telles que l'importance d'une routine de sommeil, la synchronisation des repas pour favoriser un rythme stable et des techniques de relaxation. Le docteur Lecendreux expliquera aussi comment certaines conditions comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos peuvent aggraver les troubles du sommeil et le TDAH. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur ce sujet fascinant et crucial, alors que nous explorons les moyens de mieux comprendre et gérer le TDAH et ses effets sur le sommeil. Que vous soyez parent, enseignant ou concerné personnellement par le TDAH, cet épisode vous apportera des informations précieuses et des conseils pratiques. Je vous laisse sur notre conversation et vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Michel Lecendreux, je suis un pédopsychiatre et aussi un psychiatre pour adultes. Je travaille essentiellement à l'hôpital public, à l'hôpital Robert Debré à Paris. Je coordonne le centre des pathologies du sommeil et le centre de référence pour la narcolepsie, qui est une maladie rare de l'éveil. Et donc, je m'occupe essentiellement des enfants entre le bas âge jusqu'à 18, 20 ans, pour toutes les anomalies de leur sommeil et aussi les anomalies de maintien de l'éveil, c'est-à-dire ce qu'on appelle les troubles de la somnolence ou de la vigilance. Voilà, essentiellement. Super, parfait, merci. On va aborder le TDAH aujourd'hui et justement, je voulais qu'on aborde aussi toute la partie donc troubles du sommeil et je voulais savoir comment le TDAH et les troubles du sommeil sont liés. Oui, c'est une question très importante de savoir comment le TDAH et les troubles du sommeil sont liés. Ça fait presque plus de 20 ans qu'on travaille sur ce sujet avec mon collaborateur, le docteur Eric Konofal. Et on a montré il y a maintenant je regardais ce matin, presque 25 années, que dans le TDAH, on trouvait des troubles de maintien de l'éveil, c'est-à-dire que ces enfants, essentiellement, mais aussi les adultes, sont plus somnolents, ont plus de mal à garder un niveau d'éveil et d'attention satisfaisant par rapport à des enfants qui n'ont pas de TDAH. Et donc, ceci démontrerait que ils sont différents des enfants sains, sujets sains, qui sont non TDAH, en termes de capacité à rester éveillés dans la journée et en termes de capacité aussi à maintenir leur sommeil la nuit. Donc, de grandes difficultés. On sait aussi que presque 30% à 70% des enfants avec TDAH ont des troubles du sommeil. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération.
Ok, d'accord. Donc on voit qu'il y a bien une corrélation entre les deux alors. Oui, il y a une corrélation très nette entre les deux troubles. Et d'ailleurs, on l'a montré dans une étude qu'on appelle une étude de cohorte en population française sur un millier d'enfants qu'on a regardé à l'âge de 6 ans, 9 ans, 13 ans. Et on a vu que si ces enfants avaient des troubles du sommeil à l'âge plus jeune, ils étaient plus à risque de développer plus tard un TDAH. Donc on voit bien qu'il y a D'accord. une corrélation nette entre les deux. Ok. Et justement, quand on parle de troubles du sommeil, est-ce que ça va être plus des troubles à l'endormissement ou plus de réveils durant la nuit ou ça inclut les deux? Oui, il faut bien tenir compte des différents types de troubles du sommeil qu'on peut avoir dans le TDAH. Effectivement, les troubles à l'endormissement sont souvent un grand pourvoyeur de difficultés, c'est-à-dire que les sujets ont du mal à initier leur sommeil. Ils restent longtemps dans leur lit sans pouvoir débuter et initier un sommeil de bonne qualité. Et puis, une fois que c'est fait, ils peuvent avoir des problèmes de maintien de sommeil, donc des éveils nocturnes ou alors un sommeil agité, ou alors l'impression d'avoir eu un sommeil non réparateur ou de mauvaise qualité. D'accord. Ok. Et justement, est-ce que le TDAH a des effets sur le sommeil ou c'est inversement, justement, le sommeil peut avoir des effets sur le TDAH ou les deux? Là, c'est une vraie très bonne question qui anime beaucoup les chercheurs, c'est de savoir quels sont les déterminants des troubles du sommeil dans le TDAH. Effectivement, on peut s'apercevoir que des enfants très très jeunes, en très bas âge, c'est-à-dire de moins de 3 ans, peuvent avoir déjà des difficultés à maintenir leur sommeil et plus tard vont développer un TDAH. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de qu'on pourrait appeler intrinsèque Mhm. qui fait que ce trouble, il va rester là et il va évoluer pour son propre compte, ou alors il va être susceptible d'aggraver les symptômes de TDAH eux-mêmes. Parce que si on regarde les symptômes de TDAH, on s'aperçoit qu'ils sont très proches de ceux de la privation de sommeil. Ok. C'est-à-dire que si Mhm. vous privez quelqu'un de sommeil, même sans TDAH, il va devenir plus inattentif, plus impulsif, plus hyperactif parce qu'il va avoir tendance à s'agiter pour maintenir de l'éveil. Et donc, c'est des symptômes qu'on retrouve tout à fait habituellement dans le TDAH. Ok. Et je me pose la question si justement, quand on a un TDAH, est-ce que les troubles du sommeil, ils peuvent apparaître dès l'enfance ou ils peuvent se déclarer beaucoup plus tard au cours de la vie? Alors oui, le TDAH, c'est vraiment un trouble du neurodéveloppement, ce qu'on appelle le Mm. TND, comme d'autres troubles du neurodéveloppement. Et on sait qu'il y a une dimension développementale qui est majeure, à la fois dans la façon dont les gens vont exprimer leurs symptômes de TDAH et aussi dans la façon dont ils vont exprimer leurs symptômes de problématiques sommeil. C'est-à-dire que très souvent, on retrouve les problèmes du sommeil antérieurement aux problèmes de TDAH. Il peut arriver qu'ils se dévoilent après, que les symptômes de journée soient déjà bien conséquents, Mhm. mais généralement, les deux sont quand même liés et peuvent s'aggraver l'un l'autre. Donc, dans la prise en charge, je pense qu'on en parlera après, mais c'est très important de considérer, je dirais même avant tout, le sommeil et comment améliorer le sommeil, si c'est possible, dans ces troubles de neurodéveloppement. Ok. Non, ça fait une belle perche parce que justement, j'allais sur la prise en charge du coup. Je veux bien que Ah vous bah oui, m'expliquiez un peu. voilà. Là, si c'est une question sur la prise en charge, effectivement, elle est multifactorielle parce que Ouais. il faut voir à quel moment du développement on s'adresse aux patients TDAH. Est-ce que c'est dans l'enfance, la petite Mm. enfance? Est-ce que c'est chez un patient qui est déjà scolarisé? Est-ce que c'est un adolescent? On sait que les adolescents TDAH, ils ont souvent moins de sommeil que les adolescents qui n'ont pas cette affection. On sait que le fait d'avoir un sommeil perturbé quand on a un TDAH est encore un facteur aggravant des symptômes de journée. Donc, ça retentit sur la scolarité, la performance scolaire, les résultats en fluence verbale, mathématiques, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en charge, effectivement, de différentes façons. Bien sûr, les mesures d'hygiène de sommeil, elles sont valables pour tout le monde, mais encore plus pour les patients de TDAH.
et pour les familles, Mm. parce que c'est aussi aux parents d'éduquer l'enfant, d'essayer de lui apprendre quels sont les bons rythmes de sommeil et comment s'y astreindre. Ouais, c'est ça. Et puis, il peut y avoir aussi des retentissements si justement il y a des troubles du sommeil chez l'enfant. Il y a le parent qui va aussi accompagner durant la nuit peut-être l'enfant, donc ça peut avoir aussi une incidence sur santé mentale des parents. Oui, bien sûr, Mm. c'est-à-dire que c'est très familial le TDAH. D'ailleurs, on retrouve souvent chez les parents des antécédents ou même des parents qui nous disent, ben, on a encore ce trouble, donc on aimerait bien aussi pouvoir être aidé. Comment nous aider pour le sommeil, comment faire pour donner aux enfants les meilleures habitudes de sommeil dès le plus jeune âge. Ça, c'est important. On sait qu'il y a beaucoup de, d'envie chez les enfants TDAH de se stimuler. Alors bien sûr, on parle beaucoup des écrans, mais il n'y a pas que ça. Il y a se relever, il y a se mettre dans l'action, la difficulté à rester immobile. Déjà assis, c'est compliqué. Dans un Mm. lit, ça l'est encore plus parfois. Donc tout ça à prendre en charge et aussi considérer que souvent dans le TDAH, il y a un retard de phase d'endormissement. C'est que de nombreuses personnes avec ce trouble ont tendance à vouloir s'endormir plus tard. Donc, il faut essayer de les aider à bien capter le moment idéal pour initier leur sommeil. Ça, c'est vraiment Mm. fondamental. Et du coup, il faut peut-être organiser des routines le soir justement pour aider à l'endormissement. Oui, les routines, c'est Mm. important, mais c'est aussi être supervisé, je pense, pour les enfants, ne pas les laisser livrer à eux-mêmes. Euh, Parfois, on a tendance à les envoyer au lit et puis voilà, attendre que ça se passe. Il faut savoir que le lit, c'est quelque chose qui doit vraiment être le plus possible associé à l'endormissement. Donc, essayer de restreindre le temps où l'enfant reste éveillé à ne rien faire dans son lit. On Ouais, appelle la restriction du temps passé au lit. C'est une technique qui conditionne le lit à l'endormissement. Elle est vraiment très importante dans tous les problèmes d'insomnie. Donc, si c'est laisser l'enfant dans son lit pour être actif sur un écran ou même à lire très longtemps, c'est plutôt des choses qu'il faut essayer d'éviter et mettre l'enfant dans le lit au moment où il est capable de l'utiliser et capable de s'endormir vraiment sur une latence d'endormissement courte. mm. Ouais, c'est ça. Et il y a d'autres stratégies, que ce soit médicamenteuses ou non médicamenteuses, qui existent justement pour améliorer le sommeil. Oui, alors on essaie de commencer par les non médicamenteuses, Ouais. Mm. c'est-à-dire bien sûr l'hygiène de sommeil. Euh, on parle pas assez peut-être des rythmes des repas, mais les rythmes des repas sont des synchroniseurs très forts aussi. Ok. Le rythme de journée, de sommeil, à quelle heure l'enfant a été alimenté. Surtout le matin, très peu d'enfants prennent des petits déjeuners. Il faut les inciter à pouvoir démarrer leur journée de bonne qualité. Donc on met des points d'ancrage à ce sommeil, que ce soit le soir, que ce soit le matin au réveil, que ce soit aussi dans la journée, voir comment il observe des temps de repos, est-ce que c'est adéquat ou pas, est-ce qu'il pratique des siestes ou pas. Mm. Donc tout ça sont des points fondamentaux à regarder avec l'enfant, la famille. Et puis après, il y a des techniques de relaxation, il y a des techniques qui permettent d'habituer l'enfant à son lit, à accepter son lit, à accepter aussi la séparation. Parce que parfois la séparation est difficile au moment du coucher. Et puis il y a de l'excitation, il y a le fait C'est qu'on ça. veut rejoindre les frères et sœurs, les parents, etc. Donc tous ces paramètres-là, c'est bien d'essayer de les contrôler et aussi d'expliquer aux parents que on évite de surstimuler l'enfant au moment du coucher Ouais. le plus possible, d'autant plus que si le TDAH est présent, on doit essayer de trouver des points d'apaisement. C'est vraiment fondamental. Et par exemple, si les troubles du sommeil se déclarent plus au niveau de l'adolescence ou à l'âge adulte, est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui peuvent fonctionner Oui, il faut considérer que chaque âge a Mm. ses problématiques. Alors chez les adolescents, essentiellement le problème des écrans, Ouais. Mm. du téléphone, de l'exposition à la lumière, aussi parfois des devoirs, parce qu'ils vont travailler très tard, ils vont être un peu submergés par leur travail, surtout s'ils ont un TDAH, ils ont des difficultés à s'organiser. Donc, ils vont reporter leur temps d'éveil très tard, parfois dans la nuit. On en voit qui ont des couchers aux alentours de minuit et même au-delà. Donc tout ça, il faut essayer de le restructurer, parler de l'importance du sommeil, essayer de leur montrer que
leur cerveau va mieux fonctionner s'ils ont eu un temps de sommeil adéquat. Et puis aussi peut-être leur dire que c'est pas que le week-end qu'on récupère. Tout à fait. C'est très important de dormir avant l'école, dormir les jours de classe suffisamment pour pouvoir mémoriser les informations. On sait que c'est des enfants ou des personnes qui ont des problèmes en mémoire de travail, et la mémoire de travail, elle est très sensible à la privation de sommeil. Mm. Donc, il faut essayer de travailler sur ces points-là de façon très régulière. Et avant les vacances, après les week-ends, C'est ça. toujours essayer de repositionner le sommeil comme un principe de base. Ouais. Est-ce qu'il y a des activités qui permettent justement d'améliorer l'endormissement, par exemple? Est-ce que en faisant une séance de sport en fin de journée, ça va plus tendance à plutôt exciter, on va dire, ou plus à calmer justement la personne? Le sport, on préfère le faire le matin si c'est Ouais. possible. Mm. C'est mieux pour les rythmes. Faire le sport le soir, souvent, c'est comme ça que ça se passe parce que c'est après l'école ou c'est après le travail. Ouais. Mais chez beaucoup de personnes, ça ne fait que augmenter le métabolisme et retarder encore l'endormissement. Donc, c'est pas toujours très favorable le sport le soir. Il faut dire aussi à ces personnes que vouloir s'épuiser le sport, c'est pas toujours non plus une bonne idée. Ouais. C'est pas par l'épuisement qu'ils peuvent arriver à s'endormir, c'est plus par des techniques d'arriver à la relaxation. Donc il y a des choses comme la relaxation active, le yoga, la sophrologie, la pleine conscience. Ce Mm. sont des techniques qui peuvent aider aussi à favoriser l'endormissement. Il faut pas les négliger et voir ce qui correspond le mieux à chaque personne et aussi à chaque âge, évidemment. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et parce que tout à l'heure, vous disiez justement que le trouble du sommeil peut engendrer justement de l'irritabilité. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque du coup qui peuvent apparaître avec les troubles du sommeil? Ah oui, bien sûr, l'irritabilité c'en est une, mais aussi l'impulsivité. On a des patients TDAH très impulsifs qui ont du mal à se maîtriser dans la journée, Mm. et parfois ça peut aller jusqu'à l'agressivité. On parle beaucoup malheureusement de l'agressivité chez les adolescents et des difficultés à contenir la colère, mais on sait que ça c'est des symptômes qui peuvent être accentués par la privation de sommeil. Des personnes qui dorment en dessous des 6 heures requises Ouais, sont vraiment susceptibles d'avoir ces symptômes et donc de se maîtriser avec encore plus de difficultés que en temps normal. c'est Euh, ça. donc attention à pas accentuer les symptômes de TDAH qui sont déjà compliqués à gérer parce qu'ils sont nombreux et ils peuvent avoir lieu dans bien des circonstances au cours de la journée. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'on a peut-être remarqué justement qu'on avait des troubles du sommeil, euh, quel type de professionnel de santé il faut qu'on aille voir? Est-ce que c'est le médecin traitant? Est-ce qu'il y a des médecins spécialistes? Enfin, est-ce qu'il y a des méthodes de dépistage qui existent ou c'est juste une consultation? Pour les troubles du sommeil, je pense qu'il faut bien sûr s'adresser à son pédiatre, à Mhm. son médecin traitant. On a essayé de sensibiliser de plus en plus les personnes au fait que avoir une insomnie ou un trouble de l'endormissement, ça peut être aussi dans le cadre d'un TDAH. Donc, y penser systématiquement, c'est très bien. Euh, Aussi, si quelqu'un est suivi pour un TDAH, regarder systématiquement son sommeil, c'est aussi très bien. Parce que on n'a pas encore parlé des techniques médicamenteuses, mais elles peuvent aussi avoir un rôle important. Et puis dans le dépistage, bien sûr, l'interrogatoire, savoir ce qui se passe, mais aussi on a des choses comme les actimètres, qui sont des, des, des systèmes qui permettent d'enregistrer l'activité au cours de la journée et au cours de la nuit. C'est très utile pour le dépistage Mm. de ces troubles chez les personnes TDAH ou même chez les personnes qui ont simplement de l'insomnie sans TDAH. Mm. Ok. Et justement, pour les stratégies médicamenteuses, elles sont prescrites que lorsque l'hygiène de vie n'aide pas à l'endormissement des enfants? Alors, les techniques médicamenteuses, c'est vraiment aussi du domaine du spécialiste parce que Ouais. il y a un parcours de soins dans le TDAH, effectivement.
euh, le médecin traitant, qui peut envoyer le patient, s'il le souhaite, à un niveau d'expertise plus avancé, jusqu'à même des centres experts. Ouais, Et là, ouais. on décidera ou non de pratiquer des examens du sommeil si c'est nécessaire. Ces Ok. examens, ils peuvent être très importants parce qu'on peut détecter des problèmes spécifiques au sommeil. Et après, quand on parle de thérapie dans le TDAH, évidemment, c'est compliqué parce que il y a les médicaments de la journée qui peuvent retentir sur le sommeil, et puis il y a les médicaments de la nuit qui peuvent aussi aider au fonctionnement dans la journée. Donc, il faut bien regarder l'ensemble de ces traitements pour arriver au meilleur équilibre possible. Mais D'accord. ça serait certainement pas une erreur de commencer par améliorer la condition de la nuit C'est ça. euh, pour déjà essayer d'améliorer la condition du jour. Donc, des traitements qui permettent de réguler le sommeil sont vraiment les bienvenus. D'accord. Et je voulais savoir s'il y avait des recommandations spécifiques justement en matière hygiène de vie, hygiène du sommeil qui sont recommandées justement. Alors, on travaille à des recommandations. D'ailleurs, il y a tout un travail qui est actuellement mis en place à la HAS, la Haute Autorité de Santé, par un Mhm. groupe d'experts pour bien définir ces recommandations. Il y aura évidemment des choses qui vont concerner le sommeil. Il faut absolument, quand on a un TDAH, être certain qu'il n'y a pas des facteurs sommeil aggravants. On peut penser aux apnées du sommeil, on peut penser aux troubles de la respiration pendant le sommeil, on peut penser au syndrome d'impatience ou au mouvement périodique des jambes pendant le sommeil. Tout ça, c'est des facteurs qui peuvent altérer la qualité de sommeil. Donc, il faut les repérer, les traiter si c'est nécessaire, et dès le plus jeune âge, je dirais, parce Mhm. que ça peut être chez des enfants, chez des adolescents, aussi chez des adultes. Donc, il faut regarder ça à tout moment du développement. D'accord. Et du coup, ça me fait penser, est-ce que ça arrive que, par exemple, que des personnes soient diagnostiquées TDAH suite justement à ce qu'on a remarqué qu'ils avaient des troubles du sommeil? Ah oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, dans les centres qu'on dit experts en sommeil, les Mhm. centres de sommeil, le TDAH fait partie des, des, des troubles qu'on recherche assez systématiquement parce qu'il peut expliquer que des problématiques de sommeil résistent aux traitements Mhm. habituels, et on va à ce moment-là aller vers des traitements plus spécifiques. Donc c'est vraiment une prise en charge globale euh, du patient, à la fois de son fonctionnement dans la journée et de son fonctionnement la nuit. Et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Mhm. Il faut vraiment faire en sorte que sur les 24 heures, on aime bien dire que le TDAH, c'est un trouble des 24 heures. C'est un peu vrai, c'est-à-dire que ça s'arrête pas quand Ouais. l'enfant sort de l'école, ça continue, et ça continue aussi la nuit, malheureusement parfois. Donc il faut appréhender tous ces moments de la journée et de la nuit pour permettre une meilleure condition aux patients. Et j'irais même surtout au moment du coucher, parce que le moment du coucher est souvent un moment critique. Ouais, c'est ça. C'est vrai que on a eu beaucoup de retours, nous, justement, où on sait que l'heure du coucher est un peu compliquée à gérer pour certains parents, où ils savent justement qu'il y a de l'angoisse qui monte, il y a de l'angoisse des deux côtés, et justement, il y a encore plus de difficultés à l'endormissement. Oui, il y a l'angoisse, et l'angoisse peut générer des conflits, Mm. même parfois entre les parents, sur la façon de faire, comment gérer l'enfant. Il devient plus difficile, il devient plus opposant. Euh, Parfois, on est obligé de le prendre dans son lit, sinon il n'y arrive pas, etc. Donc, ça, vraiment, se faire aider pour les familles, c'est très important. Et même des coachs qui permettent de donner des conseils Ouais, pratiques. Et ce qui risque de fonctionner le mieux, c'est quand il y a une cohésion familiale et non pas des dissensions, parce que si un parent souhaite faire d'une façon, l'autre de l'autre, c'est finalement l'enfant qui a le dernier mot. Et puis, on voit des conditions de sommeil qui sont parfois vraiment désastreuses, où l'enfant utilise plus du tout son lit, il utilise plus du tout les bonnes heures de coucher, et on va
dans des situations un peu périlleuses. C'est ça. Et ça me fait penser à... Je fais un pont en fait avec les troubles du spectre autistique justement, où il y a aussi pas mal de troubles du sommeil qui sont avérés. Est-ce que justement il y a un lien aussi TDAH et autisme? Oui, on est Ouais. vraiment dans Ouais. le spectre des troubles du neurodéveloppement. Donc, TSA, TDAH, tout ça peut poser des difficultés assez semblables. Mhm. Dans le TSA, on a bien montré le rôle de la mélatonine. Dans le TDAH, on est aussi en train de le montrer. Je pense que même si au plan génétique, on a un peu moins avancé, on sait quand même qu'il y a des dérèglements qui ont tendance à pousser les enfants vers des horaires plus tardifs. Ouais. Donc, c'est vrai que des traitements avec de la mélatonine peuvent vraiment les aider, les améliorer. On sait qu'aussi les mouvements des jambes qui sont souvent liés à la carence en fer, le fer est très important pour la fabrication de la dopamine et il est souvent en carence dans le TDAH. C'est aussi un point qui peut permettre une amélioration des symptômes. Donc, il faut essayer de supplémenter ces enfants si c'est nécessaire et leur permettre de moins lutter contre l'endormissement et de moins considérer le coucher comme une période à haut risque, C'est ça, euh, à haut risque de conflit familial. exactement. Est-ce que vous auriez des conseils justement pour les personnes qui ont un TDAH et qui souhaitent justement améliorer leur qualité de sommeil? Alors, c'est aussi améliorer leur qualité de vie. C'est pas Mm. considérer le sommeil comme un ennemi. Il faut essayer de Mm. l'apprivoiser, euh, de s'adapter à son sommeil et pas de vouloir faire forcément l'inverse, c'est-à-dire de s'imposer des horaires. Je pense que là, il y a quand même des spécialistes qui peuvent aider ces personnes à essayer de déterminer quel est pour eux le meilleur rythme à adopter Ouais. quelle est pour eux les meilleures stratégies de coucher, de lever aussi. Est-ce qu'il faut ou pas faire des siestes, par exemple, des siestes courtes, réparatrices? Est-ce que tout ça doit s'intégrer dans la vie du patient? Il n'y a pas des recommandations spécifiques globales, mais plutôt à chaque personne, d'où l'intérêt d'en parler à ses médecins, d'en parler s'il le faut à des spécialistes qui mettront en place des, des explorations éventuellement. Pas toujours forcément Mm. très complexes, Ouais. mais ça peut partir d'un simple agenda de sommeil, regarder sur 15 jours comment se structure le rythme de la personne, c'est déjà très très utile. Ouais, c'est vrai. Et oui, c'est un sujet intéressant, la sieste, parce que c'est vrai que on a pas mal parfois de messages de personnes qui nous disent, bah, est-ce que c'est judicieux ou pas de faire une sieste dans la journée? Parce que si j'en fais une, est-ce que je vais moins dormir ce soir? Est-ce que je vais avoir plus de difficultés? C'est un gros sujet aussi. Ouais, on a montré le rôle des Mm. micro-siestes et des Ouais. siestes de courte durée, elles sont souvent très bénéfiques. Et surtout dans le TDAH, où il y a, on l'a assez bien montré dans les études où on regarde la somnolence dans la journée, que les patients TDAH, ils ont une propension à l'endormissement assez forte. Et Mm. si on les prive de ça, si on les prive d'une courte sieste, on peut accentuer les symptômes. Donc, il ne s'agit pas de faire des siestes très longues, sûrement pas, mais des siestes brèves de moins de 20 minutes, ça peut déjà être très intéressant. Ok, super. Et pour terminer du coup le podcast, je voulais savoir si il y avait peut-être des ressources, des sites, des livres à recommander justement sur ce sujet. Oui, bien sûr, il y a de plus en plus de livres en français Mm. sur le TDAH, ceux que j'ai écrits moi, mais je suis pas le seul, bien entendu. Vous allez sur le site TDAH, donc Hyper Super, TDAH France. Ouais. Donc c'est le site de l'association Hyper Super où tous les livres sont recensés. Je crois qu'on n'en a pas oublié beaucoup. Il y a aussi Mm. des livres en français, j'allais dire canadien, Ouais. euh, des collègues canadiens qui ont aussi pas mal travaillé là-dessus, sur des recommandations. Euh, donc, on trouve maintenant des choses assez importantes.
Il faut essayer on parle aussi de la lumière, la luxe thérapie, Ouais. des troubles de l'humeur qui peuvent être associés au TDAH, qu'on peut traiter aussi par euh, la, la photothérapie, s'exposer à la lumière au bon moment, c'est important, réguler ses repas, faire de l'activité physique, euh, lutter aussi contre les consommations excessives de café, de stimulants, d'alcool, bien sûr, Mm. cannabis. Alors ça, bien sûr, chez les adolescents, c'est très important de regarder parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des produits comme ça pour s'apaiser. Mais on sait bien que c'est pas à terme quelque chose qui va les aider. Donc, il faut essayer de restructurer tout ça et peut-être se faire aider. Sur les sites, on peut trouver des gens qui font du coaching. Je pense que c'est bien si on est vraiment en difficulté de faire appel à une tierce personne pour pouvoir s'aider parce que C'est ça. le TDAH, c'est quelque chose au long cours. Donc, on s'en défait pas en une semaine ou 10 jours et Exactement. bien de le considérer comme quelque chose d'un peu chronique où les progrès vont se faire au fur et à mesure et on va avoir besoin de reparler à quelqu'un pour se remettre sur des trajectoires positives. Exactement. Eh ben, merci beaucoup en tout cas hein, pour toutes ces réponses. Je pense que ça va aider pas mal de personnes. On mettra Là, je vous en prie, je tous vous en les prie. liens, tous les liens de l'asso, des livres, comme ça fera une belle banque de ressources pour les patients Oui, et les aidants. Eh ben, merci merci à beaucoup, vous, merci docteur. pour cette interview et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.